Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tu vois les messages, toi, Théo, qui arrivent? Donc, on voit la liste, mais on voit pas les messages. Ah, il faut se mettre sur. Là, c'est bon, je les ai. Ça y est, il les a. Ouais, tu l'as sur converser. Voilà. Extrêmement farce. Mais finalement, Patrick, tu vois, avec tous les webinaires qu'on a fait euh, Ouais. cette année, je trouve que l'ambiance, finalement, elle est plus sympathique que quand on fait des conférences en physique, puisque les gens parlent beaucoup plus, ils échangent beaucoup plus volontiers, bizarrement. Oui, non, les deux sont bien, moi, je trouve. Ah, En mais fait, c'est sympa ça, aussi. Bon, tu dis en fait, ça, de toute façon, on n'a ça pas te le choix manque. pour s'adapter. Ça te manque. Donc, je pense que c'était sympa aussi de faire des conférences en live. Mais bon, là, on s'adapte et on fait comme il faut. Et puis, c'est bon. Exactement. On s'amuse. Bon, tu veux qu'on y aille? Allez. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour notre 15e webinaire de l'année avec Southern Implant et notamment le premier de la SI Academy que nous sommes très heureux de lancer cette année, donc, qui est un programme d'éducation développé par Southern Implant France. Je vous invite à vous connecter sur notre site internet pour découvrir tout ce programme de formation assez unique et innovant. J'ai le plaisir voilà, de finir cette année de webinaire, comme le dit Patrick, voilà, où on a su s'adapter pour continuer à communiquer, échanger dans cette année assez particulière. Et donc, voilà, on fait ce finish à Marseille avec l'équipe du Brandmark Center, avec le notorious Patrick Palassi, qu'on ne présente plus, et son collaborateur Théo Laplane, qui vont nous parler d'un sujet important qui est la mise en charge immédiate, qui est une thématique qui a radicalement apporté des solutions aux patients, dans la prise en charge des patients. Et le docteur Palassi a pu, tout au long de son expérience, à ces différentes années, développer cette technique. Et il avait le souhait de nous en faire part et de nous montrer voilà, quelles étaient aujourd'hui les avancées, notamment dans cette actuelle pandémie où effectivement on essaye d'aller de plus en plus vite et avoir des protocoles accélérés. Merci Patrick, merci Théo de vous être rendu disponible toujours pour partager votre expérience et la science de l'implantologie. Patrick, c'est un grand plaisir. Merci encore voilà, de l'amitié que nous avons et de tout le travail que nous faisons ensemble. Je te laisse la parole. Voilà, bah écoutez, bonsoir. D'abord, Manu, merci. C'est un plaisir une fois de plus que de faire un webinar. Tu disais que c'était plus sympathique que les cours physiques. Je suis pas tout à fait d'accord. J'avais prévu je devais être normalement la semaine dernière à Chicago où il y avait 3500 personnes. C'est quand même pas mal aussi. Mais bon, comme on dit, on s'adapte et puis il faut faire comme il faut. Je vais faire ce soir, c'est un plaisir de faire ce webinar avec Théo Lacan, qui est mon collaborateur. Donc, j'ai tenu à ce qu'il participe à cette session. Et donc, c'est pas un cours sur la mise en charge immédiate du tout, c'est une heure de discussion sur mon expérience et quelques petits tuyaux qui peuvent vous aider pour votre pratique quotidienne. Hein, c'est pas de prétention du tout, mais vous allez voir, c'est quand même bien. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire que c'est la même chose qu'avant. Avec le Covid, tout a changé, notre vie a changé, puisque regardez, ce soir, on doit rester à la maison. On n'aurait jamais pensé il y a un an se retrouver dans des situations pareilles, et tout change. Et il y a une chose qui m'étonne aujourd'hui en voyant dans les réseaux sociaux, des praticiens qui montrent des cas qui sont magnifiques, mais qui sont comme des cas du temps d'avant, avec des interventions très sophistiquées, avec des visites multiples, avec euh, des tas de complications et des tas très complexes. Aujourd'hui, je pense qu'il faut simplifier. Il faut simplifier parce que les gens ont la trouille de venir chez nous. Ils veulent venir le moins possible. Et moins ils viennent, moins ils seront contaminés. Et moins ils vont vous contaminer, et mieux ça se passera. Et donc, toutes les chirurgies très sophistiquées, les greffes mucogingivales, tout ça, il faut les laisser de côté. Il faut, bien sûr, ça vous fait plaisir, c'est très bien, mais si vous voulez être efficace, calme,
et travailler dans la quiétude en ayant beaucoup de cas, vous devez proposer une nouvelle option de traitement. Ce n'est pas une nouvelle option que de faire des mises en charge immédiates, mais d'être encore plus simple, c'est quelque chose de nouveau. Et les gens se rendent compte. Et donc, on va parler de cela. Vous devez aussi penser que votre environnement, et on l'a tous vu parce qu'on est tous des passionnés, on a tous mis le paquet sur nos cabinets, mais l'environnement doit suivre. Et les patients qui viennent doivent se rendre compte que vous travaillez avec le maximum de rigueur. Ici, on doit arriver, on décontamine ici les surfaces par voie aérienne, après avoir décontaminé les surfaces à l'aide de produits bactéricides. Ça, nous le faisons 1 à 2 fois par semaine le soir, en complément des surfaces que nous avons. Nous avons des systèmes aussi qui doivent nous permettre de purifier l'air si possible lorsqu'il reste fermé. Quand vous restez très longtemps dans un environnement fermé, ce n'est pas idéal. Ici, le réa qui va balancer dans le bloc un mélange d'acide et de peroxyde qui va désinfecter les surfaces. Et nous devons travailler avec ce qui marche bien. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez extraire une dent, aujourd'hui, il faut essayer de préserver la table osseuse. Et la piézo est quelque chose de très intéressant pour cela. Le moins de dégâts, le plus de chances de marcher. Et c'est vrai qu'au début, je n'étais pas passionné par ça. Et puis, je vois effectivement qu'on extrait des dents sans dégâts. Et si on veut faire des mises en charge immédiates, c'est très important. L'hostel est devenu très simple d'utilisation et quelque chose qui va nous conforter dans notre sécurité. Et comme je vous dis, il faut augmenter le taux de succès, il faut que ça marche bien. Le patient se sent rassuré quand vous travaillez avec la plus grande rigueur, ce que vous faites tous. Mais si on a un petit plus, comme ces casques de troisième qui sont malheureusement plus disponibles, qu'on utilise depuis le début du Covid, ça vous permettra de travailler dans la plus grande quiétude, avec un air purifié et surtout dans le plus grand confort. Vous n'avez pas besoin d'avoir un FFP2 qui va vous effacer, vous étouffer, et on travaille tranquillement. Mais ce n'est pas pour soi qu'on doit oublier ce que l'on utilise depuis des années, c'est-à-dire l'informatique, si vous voulez faire des chirurgies guidées aussi, ou des guides chirurgicaux, tout ce que nous avons est présent, mais avec plus de rigueur, un nouveau protocole. Certains vont dire, mais vous en faites trop. Mais quand on a commencé à avoir le sida, on travaillait sans masque, on travaillait sans gants. Et puis les gens qui travaillaient disaient, ça me gêne d'avoir des masques, des gants, parce que moi, avec des gants, je ne sens pas mes instruments. Aujourd'hui, il ne viendrait pas l'idée de travailler sans masque ni gants. Et donc, je pense que tous les protocoles que nous avons aujourd'hui, comme malheureusement cette saleté est appelée à rester pendant un bon moment, il faudra qu'on s'adapte. Et voilà en gros ce qu'il en est pour la philosophie du traitement. Et sans compter que les patients se sentent rassurés. Et plus ils sont rassurés, plus ils viennent nous voir, et moins ils ont peur, et plus on arrive à travailler tout à fait normalement. La question, effectivement, comment est-ce qu'on peut adapter cette modalité de traitement? Un des éléments, c'est la mise en charge immédiate. Mais surtout, Brenmark, il y a 20 ans, nous disait déjà que quand c'est possible, on doit arriver, si possible, à éviter des interventions chirurgicales majeures et compliquées. Et ceux qui sont venus à Marseille lors de mes formations, et il y en a beaucoup, et j'ai vu parmi les noms, je remercie ceux qui sont aujourd'hui parmi nous encore, mais ceux-là ont vu que la simplicité a toujours été ma ligne de conduite totale. Et si on est simple, on est sophistiqué. Et ça, vous le savez, j'adore le dire, et c'est vrai, plus on est simple, et plus on est sophistiqué. Et donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Juste un cas pour vous donner, pour mettre dans le bain. Nous allons devoir extraire ces 4 incisives chez cette patiente-là. Et elle ne veut pas avoir de prothèse amovible, avoir un résultat qui soit esthétique et faire, si possible, le plus simple possible. Et aujourd'hui, avant, on pouvait penser à de multiples séances. Mais aujourd'hui, les gens apprécient si vous faites le plus de choses possible dans le moins de séances possible. Et donc, cette patiente-là, nous allons lui extraire ses dents délicatement, préserver les alvéoles. Voilà pourquoi la piézo est extrêmement intéressante. Désinfecter, nettoyer et mettre des implants.
Aujourd'hui, j'utilise, vous le savez, du Nobel Biocare et du Southern Implant, et j'aime bien ces deep conical à de connexion interne qui sont moins agressifs que d'autres et qui ont quand même une belle agressivité, une bonne tenue. Et dans des cas mandibulaires, des cas de sinus, ce sont de très bons implants à utiliser. Je les aime beaucoup. Et on arrive, regardez, à poser nos implants, à avoir tout préparé dans l'axe, un bel implant. Bien sûr, on n'oublie pas tout ce que l'on sait, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, j'adore utiliser l'Ostel. Pourquoi? C'est que on pensait avant, on tapait un peu sur l'implant, on disait il est soudé, il va bien, tout est tranquille. Mais là, il faut que les patients, il faut que ça marche. Il faut avoir le maximum de chances de succès. Et donc, le fait d'utiliser l'Ostem nous permettra de mesurer le quotient de stabilité initiale et d'avoir une valeur. Et cette valeur nous permettra de dire si oui ou non ce patient est candidat. Ça n'est pas magique, mais c'est un élément supplémentaire qui nous permet de gérer ce problème de stabilité initiale. Et qui dit bonne stabilité initiale, dit bon pronostic dans le reste. Ce n'est pas pour ça que vous allez avoir 100% de succès, mais vous allez améliorer vos chances de succès. Et c'est bien lorsque vous travaillez aussi avec les correspondants, c'est de leur dire, écoute, l'implant est bien stabilisé, on est tranquille, on a une valeur de plus de 70, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Si on est un peu plus limite, si on a un patient qui développe des parafonctions, il faudra faire attention et peut-être ne pas aller vers la mise en charge immédiate si on a des valeurs qui sont trop basses. C'est quand même pas mal de savoir ça, plutôt que d'aller au pif en disant, bah, écoutez, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Le raisonnement, le principe de l'Ostel, effectivement, c'est d'arriver à envoyer des vibrations à l'implant, et un peu comme les dessins animés où on voit des barres qui vibrent, vous voyez comme ça, c'est d'analyser la vibration. Plus l'implant est stable, plus il est bloqué, et plus ça va vibrer, et plus ça va vibrer, plus la valeur du quotient initial de stabilité sera élevée. Si vous avez du tissu fibreux, si l'os est un os de type 4, un D4, vous aurez des implants qui ne seront pas très stables. Et à ce moment-là, ben, ce ne sera pas très intéressant, en fonction bien sûr des autres critères, de lui proposer une mise en charge immédiate. Donc, cette valeur nous permet de réduire le temps de traitement, d'évaluer une mise en charge prématurée s'il faut d'éviter une mise en charge prématurée si c'est nécessaire, d'avoir des valeurs qui soient prévisibles et de déterminer quel sera le protocole pour votre patient. Est-ce qu'on va faire une mise en charge classique, précoce ou immédiate? Et ça, c'est pas mal. Et vous devez le dire au patient. Le patient va dire, écoutez, on a une valeur. On sait effectivement si on peut le faire. Les gens, mais pourquoi l'autre, il ne m'a pas proposé ça? Mais parce que nous, on sait faire. Et puis, on a des éléments qui nous permettent de voir si c'est intéressant ou non. Et donc, cette stabilité, selon Arend Balson des arbres, est extrêmement importante pour savoir si on peut faire fonctionner cet implant. Et cette stabilité permettra de voir comment va se maintenir cet implant tout au long de sa vie. Donc, lorsqu'on a mis nos implants, on met l'appareil de cette façon-là sur le SmartPeg, le petit capteur, et on va avoir une valeur qui est de 71, 75 pour les deux implants. Nous dépassons les 70, nous sommes en toute sécurité, et pour deux implants de 13 mm à la mandibule avec de telles valeurs, je pense que sans vraiment accrocher le patient au plafond, on est du bon côté. Et donc, on peut raisonnablement proposer, effectivement, en considérant bien sûr tous les critères biologiques, il ne s'agit pas de brûler l'os, on peut proposer une mise en charge immédiate. Et donc, on voit des valeurs. Alors, les gens vous disent, mais quelles sont les valeurs? Moins de 60, il est évident que ce n'est pas formidable et ce patient n'est pas un candidat. 65, ça compte pas mal, mais ça dépendra si vous avez une mise en charge immédiate, si vous avez une petite mémé qui n'a pas de parafonction, qui a des muscles qui sont assez relâchés, si vous avez plusieurs implants qui sont connectés, et si vous avez effectivement plusieurs implants, mais des patients qui serrent très fort, ou
des dents unitaires, mais il est évident qu'il vaut mieux être au-dessus de 70. Mais ça, c'est vous qui devez arriver à gérer ces valeurs-là. Vous devez les affiner, les comprendre et s'adapter. Ce n'est pas juste 65, on peut y aller, 70, on n'y va pas. Mais ça vous permet de, quand même de savoir où nous en sommes en respectant les principes chirurgicaux. On va ensuite combler dans ce cas-là, puisqu'on a mis des piliers de cicatrisation, on fera une prothèse directe implant. On va venir combler avec du biomatériau cet alvéole. Ceux qui me connaissent savent que j'utilise soit du MP3, soit du GTO d'ostéobiol. Et le GTO que j'utilise de plus en plus, depuis 4 ans, j'étais avec Ulf Nanmark et Roberto Rossi. Nous avons été les 3 premiers au monde à utiliser ce biomatériau. Et nous n'avons pas joué le rôle avec nos patients de cochon d'Inde de laboratoire, puisque ce n'est que du MP3 que nous utilisons depuis 16 ans maintenant, qui est de l'os d'origine porcine, avec 20% de collagène, sur lesquels un copolymère, 10%, a été ajouté. Et ce copolymère permet d'avoir ce type de texture. Ça nous permet de le découper, de le sculpter, de le modeler et de le mettre en place comme de la pâte à modeler. C'est d'une simplicité désarmante et pourtant ça marche tellement bien. C'est une révolution. Et si maintenant vous pouvez arriver, plutôt que de prélever des carottes osseuses ou des blocs osseux, prendre que d'avoir des résultats identiques, et je vous remontrerai lors d'un cours suivant à des greffes autogènes, j'adorais faire des greffes. J'en faisais entre 6 et 8 par semaine. Depuis 10 ans, je n'ai plus fait une seule greffe autogène. Et ça marche bien. Et je ne suis pas fou. Ceux qui me connaissent savent que je suis peut-être un peu fou, mais pas suffisamment pour compromettre mes cas. Donc, le GTO, on va venir compacter tout cela autour, les piliers de cicatrisation. Et nous sommes passés de cela, chez cette patiente-là, à ce résultat 2 semaines après. 2 semaines après. Regardez la réaction incroyable que l'on a avec ces tissus. Et vous voyez, 2 implants. Le patient, on l'a vu parce qu'on voulait faire des photos, on pourrait très bien ne pas le voir, si ça n'était pas une mise en charge immédiate. Mais dans la mesure où il y a une mise en charge immédiate, vous devez absolument revoir ces patients dans les jours qui suivent pour contrôler l'occlusion et bien sûr éviter les parafonctions. Et donc, nous allons avoir des techniques de préservation des sites. C'est-à-dire qu'il va falloir dorénavant extraire ces dents avec des chirurgies qui sont le moins invasives possible, donc l'utilisation de piezo, de maillet, de périotomes, y aller délicatement, chacun peut faire ce qu'il a envie, de positionner l'implant si c'est possible, si on n'a pas fracturé la table externe, préserver les papilles, faire si nécessaire des greffes conjonctives et avoir posé notre prothèse provisoire. Et le protocole est le même. Dans ce cas-là, un cas ancien, cette patiente, on a dû lui extraire ses incisives et ses canines. Voilà, on préserve les tissus, on fera une greffe conjonctive au niveau de la 11, mais ce qu'on va faire, c'est mettre les implants et compacter, là c'est du MP3, le biomatériau délicatement avec un compacteur. J'étais le premier au monde à dire depuis plus de 10 ans qu'il fallait compacter les biomatériaux, alors que tout le monde disait qu'il fallait le mettre comme une poudre. Les gens pensaient que vous alliez transformer ce biomatériau en béton. Parmi les biomatériaux, certains disent, mais vous utilisez un biomatériau qui est de l'ostéobiol, mais vous n'avez pas de bibliographie, nous n'avons pas de recul, et donc moi j'aime lire. Ceux qui disent ça, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils ne lisent pas. Parce que si vous lisez la littérature, voilà uniquement sur la préservation des alvéoles, en utilisant le type de matériaux, quelques-uns des articles qui ont été publiés, et ils sont nombreux, et ils sont à votre disposition si des fois vous me les demandez, et on n'est pas, vous voyez, dans de l'empirique. Nous savons ce que nous faisons, je sais ce que je fais, et je travaille avec des matériaux qui sont sérieux. Ça en est même pour les implants et pour les biomatériaux. Et puis, des compacteurs que j'ai développés qui nous permettent, si vous voulez, de compacter au maximum ces biomatériaux. Aujourd'hui, des articles commencent de plus en plus à être publiés. Le mois dernier, il y en a encore un qui est paru sur le JOMI. Et les gens se rendent compte qu'effectivement, les résultats sont là. On met nos implants, on va venir compacter le biomatériau
entre la table externe et l'implant. Et ça, c'est important pour la mise en charge immédiate parce qu'on va préserver la table externe. En compactant cela, on le préserve. Certains, dont Froome ou Tarnot, vous disent, mais écoutez, on peut mettre l'implant, ils montrent un cas où ça réalise, ça marche très bien, en mettant seulement un caillot sanguin. Et je suis d'accord, mais un cas ne fait pas la majorité. Et si vous arrivez à compacter votre biomatériau régulièrement autour des implants et en vestibulaire, je peux vous dire que le timing, c'est parfait et que les résultats seront au bout du compte. Quelques-uns des articles qui sont là, on est en train d'écrire un article avec Ulf Nanmark et Rossi sur, bien sûr, les effets de la compression. Deux articles supplémentaires ont été publiés, mais en gros, on se rend compte qu'on a, en compactant, 2 fois plus de formation osseuse, ce qui est absolument incroyable. Et compactez à partir de demain, et vous verrez le changement considérable que vous avez. Voilà la greffe conjonctive. On ne cherche même pas à mettre des membranes, ni quoi que ce soit. Ça se maintient comme ça, et vous allez voir le résultat. Mais n'oubliez pas que la clé du succès, c'est le positionnement des implants. En 95, j'ai eu un avoir pour ceci. C'était considéré comme la plus grande avancée des 30 dernières années. Parce que je suis arrivé tout bêtement avec mon petit cerveau à dire, mais écoutez, si les implants, il n'y a pas assez d'espace, il n'y aura pas de papilles. S'il y a trop d'espace, il n'y aura pas de papilles. Les gens qui ont des diastèmes n'ont pas de papilles. Donc, si les implants sont positionnés comme il le faut, lors de la mise en place, ben, vous aurez des résultats esthétiques. Et votre mise en charge immédiate, vous l'avez vu sur les incisives latérales, ben, votre cas sera superbe et les patients seront contents et vous n'aurez pas besoin de retravailler. Voilà le cas 48 heures après l'intervention, avec les bridges provisoires qui est en place. C'est mon ami Christian Richen qui avait fait la partie prothétique. Voilà les implants mis en place et le résultat lors de la mise en place de la prothèse. Regardez la beauté des tissus, le profil d'émergence, mais au temps zéro, zéro problème. Ce qui compte, c'est le temps. Ce qui compte, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là et regardez dans le temps ce qui se passe. Nous sommes passés de ce cas-là à celui-ci sur 10 ans. Nous n'avons pas perdu 1 millimètre de tissu. Au contraire, les tissus sont beaucoup plus beaux qu'ils n'étaient auparavant. Et c'est ce que je peux voir régulièrement. Je ne suis pas fou, sinon je ne le ferai pas. Voilà la patiente au début, la patiente ensuite, et vous voyez le changement spectaculaire. Et cette patiente, il n'était pas question de lui faire une prothèse amovible. Et les résultats sont là. Donc, pour parler de mise en charge immédiate, les gens vont vous dire, certains vous disent, mais vous savez, mise en charge immédiate, c'est pas terrible. Je ne veux pas en faire parce que Brenmark a dit qu'il ne fallait pas le faire. Et si on regarde le bouquin de Brenmark, de 1978, quand même, il faut le faire, c'est le siècle dernier, il y a quand même un paquet d'années. Effectivement, dans son protocole, il parlait de 4 à 6 mois d'attente et de travailler en 2 étapes. Mais n'oubliez pas, et j'ai eu le privilège d'être un de ses proches, mais n'oubliez pas que le novum a été développé par Brenmark, c'est-à-dire la simplicité et la mise en charge immédiate. N'oubliez pas que Brenmark traitait des patients mutilés et qu'il a développé des mises en charge immédiates chez des patients amputés des jambes qui sautaient sur des mines. Et ça fonctionnait. Donc, on ne joue pas, là aussi, à l'apprenti sorcier. Et puis, il y a la littérature, c'est évident. Et j'ai eu la chance, lors de mes nombreuses conférences dans le monde entier, de rencontrer des gens exceptionnels. Et vous savez, on apprend encore plus en discutant avec des gens valables que dans toute la littérature, bien souvent. Mais je ne dis pas pour ça que la littérature, il ne faut pas la lire. C'est essentiel. Mais un de ces exemples, c'est cet homme-là, c'est Ruben Rosenberg, qui a sa pratique et fait partie des Brenmark Center à Santiago du Chili. C'est, je pense, le praticien qui a posé le plus d'implants au monde et qui pose le plus d'implants au monde. Un nombre d'implants, vous allez voir, assez considérable. Un excellent praticien et avec une telle expérience, on est arrivés tous les deux à avoir un respect mutuel. Quand je dis quelque chose, il m'écoute, mais quand il dit quelque chose, je l'écoute aussi. Et puis, en disant, Patrick, tu sais, la mise en charge immédiate, tu peux en faire. Pourquoi? Voilà quelques-uns, il a fait une étude comparative
sur ces cas personnels de mise en charge immédiate en rouge et de mise en charge différée sur 16 ans, 2001-2017. Regardez, en 2001, il a fait 17 cas de mise en charge immédiate, alors qu'il a eu 2817 implants, pardon, alors qu'il a eu 2800 implants posés cette même année en mise en charge différée. Et puis, regardez, les courbes ont changé autour des années 2005, parce qu'il s'est rendu compte que les résultats étaient extraordinaires. Et puis, on voit effectivement que la courbe n'a cessé d'augmenter jusqu'à un certain nombre d'implants que vous pouvez voir vous-même sur le diagramme, avec des mises en charge immédiates et des mises en charge retardées. Et puis, sur un nombre d'implants, regardez, personnel, c'est lui, 2001 à 2017, 46 525 implants en mise en charge différée. 46 512 implants. Taux de succès sur 17 ans, 96,1%, 3,9% d'échecs. C'est bien. Hein? Mise en charge immédiate sur 16 ans, sur 62 588 implants, 3,1% d'échecs. 96,9% de succès, c'est-à-dire qu'il a plus encore de succès en mise en charge immédiate qu'en différé. Vous me dites, mais comment ça se fait? Ben, il me dit tout simplement, je me suis posé la question, il me dit tout simplement, les mises en charge différées, je les fais quand les cas sont plus difficiles. Et dans les cas difficiles, ben, il y a plus d'échecs. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire que là, on se trouve sur 110 000 implants posés par le même praticien sur 16 ans. Et si ça ne vous dit rien, à ce moment-là, je crois que vous pouvez lire toute la littérature que vous voulez, ça ne servira plus à rien. Mise en charge, plus d'échecs? Non, voilà ces statistiques. Et c'est quelque chose que j'ai pu voir personnellement, si effectivement vous respectez des règles. Et c'est un homme qui a une expérience incroyable, vous voyez le nombre d'implants, il est évident que tout le monde n'a pas les mains de Rosenberg. Et qu'il y a une courbe d'apprentissage, et n'attendez pas à avoir les mêmes résultats que lui. Peut-être quand vous aurez posé plus de 100 000 implants. Mais il faut un certain temps. Donc, voilà exactement ce qu'il en est à ce niveau-là. Et puis, voilà tout simplement sur un cas unitaire, voilà où on se trouve, on a extrait une dent, on a comblé l'alvéole avec du MP3 dans ce sens-là. Regardez la radio, regardez, on aurait pu vous proposer, regardez la perte osseuse que l'on a ici, on aurait pu dire, écoutez, il faut une greffe autogène, parce que du biomatériau, ça ne marchera pas. Regardez ce que l'on a au bout de 3 mois et demi. 3 mois et demi. On met l'implant, il est parfaitement stabilisé, on va venir forer, et on met notre implant tranquillement. Il est parfaitement stable, et on va pouvoir, dans ce cas-là, dans la mesure où il est bien bloqué, mettre une dent provisoire. En sous-occlusion, on va faire la papille, la technique classique de papille avec la rotation, le lambeau semi-lunaire, qui va nous permettre de recréer instantanément la papille mésiale et avoir un bon résultat quant à l'esthétique. Voilà. Il est en place. Une semaine après, on dévisse la prothèse, on contrôle ça, on voit les points de suture. Regardez la papille mésiale qui est déjà là, elle est en place. Et puis, on voit le cas finir qui est classique, il n'y a rien d'extraordinaire, et voilà ce que l'on peut faire. Et puis, on a des cas plus compliqués. On a des cas des cas d'édentement postérieur, où effectivement, il n'y avait pas le Covid à ce moment-là, mais c'était une patiente âgée, et qui m'a dit, lorsqu'elle est venue, je ne veux pas rester sans dents. Regardez, j'ai 86 ans, mais je suis coquette, et de rester édentée de la canine de l'incisive latérale à la molaire d'un côté, je ne veux pas. Une prothèse amovible, je ne veux pas. Moi, je viens pour une mise en charge immédiate. Et si on arrive à bien bloquer les implants, on peut, et que bien sûr on gère l'occlusion, on peut faire une élévation de sinus, poser les implants et faire une mise en charge immédiate. À condition, bien sûr, de gérer les forces. Rappelez-vous, petite patiente de 86 ans, qui c'est pas Schwarzenegger, elle ne va pas nous mettre les implants en l'air et on ne prend aucun risque de ce côté-là.
Et voilà l'intervention. La canine, on la garde. On récline notre lambeau. On va venir avoir accès au sinus. Récliner le volet vestibulaire. Et combler à l'aide du biomatériau. On va accélérer un peu, les drapeaux, le sticky bone avec du PRF, une membrane de PRF nous permettant de doubler l'épaisseur de la membrane des sinus. Le sticky bone est mis en place, il est compacté, les implants sont mis en place, 3 implants pour 3 dents, on gère les tissus mous, on compacte le matériau, et cette patiente, elle va sortir avec ses dents le jour même. Regardez les papilles, regardez les tissus, rien de miraculeux, mais en une journée, elle est venue, elle est partie avec ses dents. Donc, le succès dépend de certains facteurs, les tissus mous, les tissus durs, la restauration prothétique, l'esthétique, et en plus, la précision dans le positionnement des implants. Je laisse la parole à Théo qui va nous parler donc des points clés de la mise en charge immédiate. Merci Patrick, bonsoir à tous. Je tiens à faire un petit tour d'horizon juste sur les points clés pour que votre mise en charge immédiate se passe correctement. Il y a plusieurs éléments fondamentaux à respecter. Le premier, notamment, c'est le choix du patient. En effet, il faut que l'état de santé général du patient soit compatible avec une chirurgie de ce type, mais aussi il faut que la psychologie du patient corresponde à ce type de traitement. En effet, il faut présenter à la fois les bénéfices et les risques, mais aussi il faut avertir le patient qu'en cas d'échec, entre guillemets, il se peut qu'il ne puisse pas avoir sa prothèse provisoire immédiate. Parce que tout à l'heure, on posait la question, si on perd une paroi vestibulaire, ça peut être un motif d'échec et donc que le patient se retrouve avec une prothèse amovible provisoirement. Un patient fumeur ou bruxeur ou qui présente une parodontite chronique non stabilisée, ce sont des potentielles contre-indications à ce type de chirurgie. Enfin, bien sûr, il faut que le patient soit compliant, c'est-à-dire qu'il respecte les recommandations post-opératoires et notamment l'entretien de la prothèse et ainsi des implants. Un deuxième élément qui est primordial, c'est la stabilité primaire des implants et notamment l'évaluation du tissu osseux avant chirurgie, pendant la chirurgie, notamment sa qualité et la quantité, et adapter votre technique chirurgicale en fonction du traitement. L'anatomie des implants que vous utilisez est primordiale, c'est-à-dire qu'il faut des implants qui soient plus ou moins agressifs. On parle d'implants coniques, type active ou type conical, qui sont des implants plus agressifs que la moyenne. Enfin, il est important de noter que l'expérience du chirurgien a un rôle prépondérant dans la réussite, puisque ce sont des traitements qui sont pointus et où il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. La confection de la prothèse, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que le laboratoire, votre laboratoire avec qui vous travaillez, doit suivre. C'est-à-dire que la prothèse doit être absolument passive, elle doit être renforcée et conférer ainsi une rigidité à l'ensemble de la prothèse. Cela va lui conférer un effet de stabilisation transverse, c'est-à-dire que ça va contrebalancer les forces de latéralité sur les implants. Pas de surcontour excessif, en effet, il doit y avoir une compression très modérée au niveau des tissus. Et enfin, un profil harmonieux qui suit le contour gingival du patient, comme dans ce cas présent, où d'ailleurs vous pouvez remarquer l'ajustage parfait de la prothèse et les profils harmonieux qui vont créer de beaux profils d'émergence. En vue occlusale, vous pouvez d'ailleurs noter le bon positionnement des implants. Ici, il n'y a aucun pilier angulé. C'est important de notifier, on n'en met quasiment pas. Et vous pouvez d'ailleurs voir que l'armature par transparence tout au long de la prothèse. L'occlusion, c'est un élément primordial, c'est-à-dire que le praticien qui va réaliser la prothèse à la suite de la chirurgie a un rôle aussi important que le chirurgien.
C'est-à-dire qu'il faut limiter au maximum les forces de flexion, type cantilever, mais aussi il faut régler correctement l'occlusion pour avoir une répartition uniforme des contacts en faisant une occlusion bilatéralement équilibrée. Déverrouiller l'occlusion, c'est-à-dire éviter toutes les forces de latéralité, que ce soit notamment dans les mouvements de déduction, mais il faut faire attention aussi aux mouvements de propulsion et éviter les verrouillages. Enfin, comme on l'a souligné tout à l'heure, la présence de parafonction de type bruxisme peut être un motif de contre-indication complet à la mise en charge immédiate, puisque cela pourra entraîner des contraintes anormalement excessives qui pourraient faire bouger les implants et entraîner un échec. Un exemple de mise en charge immédiate que nous avons réalisé avec le docteur Palassi à la mandibule, vous pouvez voir le bon positionnement des implants, le lissage des transferts qui est contrôlé radiologiquement pour éviter toute erreur. Et enfin, radiologiquement, vous voyez la prothèse provisoire vissée et vous voyez l'armature, on la voit bien, qui relie chacun des implants. Le résultat, donc ça c'est le résultat le lendemain. On est au lendemain de la chirurgie avec la pose de la prothèse provisoire qui, bien sûr, on essaie de faire un maximum de réglage d'occlusion le jour même, mais on tient à revoir le patient le lendemain pour que les effets d'anesthésie disparaissent et que le patient soit un peu plus reposé. Je repasse la parole au Dr Palassi. Voilà. Alors, vous avez vu ces principes qui sont très importants. Chaque fois qu'il y a un échec, c'est un de ces facteurs qui a été négligé. Donc, pensez-y, contrôlez les patients, regardez l'occlusion, regardez l'ajustage et surtout des armatures rigides qui soient bien réalisées au laboratoire, qui soient armées, qui vous permettront d'éviter. Un autre cas, cette patiente-là vient nous voir pour un traitement, elle a une prothèse amovible, elle n'a plus envie d'en avoir et elle aimerait bien, si possible, faire le grand saut plutôt que d'y aller tranquillement, petit à petit, en faire les secteurs postérieurs et puis antérieurs. Et cette prothèse amovible, elle n'en peut plus. Elle a fracturé, bien sûr, vous voyez, les dents du bas. Dans un premier temps, nous avons fait la prothèse supérieure parce que financièrement, ça posait un problème pour elle. Mais on a modifié un petit peu et on lui a fait une gouttière pour essayer de contrôler l'occlusion, vu que l'occlusion n'était pas parfaite de ce côté-là. Mais voilà ce cas. Et on voit l'intervention. Dans ce cas-là, on préserve les tissus au maximum. On va venir récliner notre lambeau et grâce à la piezo, arriver à délicatement extraire ces dents-là. Si vous fracturez les tables externes dans un cas comme cela, ben, il est évident que vous perdez le cas. Tandis que là, les dents vont venir très délicatement, tranquillement, et on va mettre des implants pour faire une mise en charge immédiate. Alors certains me disent, mais moi, je garderai ces dents-là, je ferai un bridge antérieur et je ferai des implants postérieurs. C'est une option, c'est certain. Ça peut se discuter pendant des jours et des jours. Mais aujourd'hui, il faut voir que ces patients veulent être traités rapidement, dans la journée et avec quelque chose de durable. Et j'ai une telle expérience de ces mises en charge immédiates que je sais qu'à long terme, quand des gens reviennent nous voir après, c'est qu'ils viennent vous voir parce qu'ils ont eu des problèmes au niveau des dents naturelles et rarement au niveau des implants. Mais là, on va venir désinfecter le tout, positionner nos implants en palatin pour avoir une vis d'accès, une puits d'accès qui sera là. Vous voyez que la connexion entre le cerveau et la main est importante. Vous pouvez utiliser les guides que vous voulez, de la chirurgie guidée, de tout ce que vous voulez. Moi, j'utilise mes drapeaux et mes bornes que j'utilise depuis des décennies et je sais où je mets mes implants et vous avez vu et vous le savez pour ceux qui viennent me voir que je n'ai pas de problème de positionnement ni de pilier angulé. Je sais exactement où seront mes implants. On les met en palatin. Vous voyez, on préserve là. On a une belle anatomie. Et on va venir utiliser ce forêt, puisqu'on va utiliser donc des dips conicales, qui va nous permettre, qui est pas mal, parce qu'en palatin, vous voyez, très souvent, si on n'utilise pas ce forêt, l'os est très dense en palatin, et vous risquez de faire basculer votre implant en vestibulaire de quelques degrés, ce qui vous obligera de mettre des piliers angulés. Mais si vous forez dans l'axe, vous mettez vos implants, et ils rentrent parfaitement dans l'axe, et on n'aura pas besoin de piliers angulés. Certains utilisent les implants avec angulé, c'est une possibilité aussi, mais regardez, 68,
68, on est en orange aussi, là on est en vert, c'est-à-dire qu'on a plus de 70, donc on est valeur entre 75 et 68, déjà pour le secteur antérieur. Donc on est vraiment très bien, on sait que ce cas-là va marcher. On va utiliser le drapeau long pour mettre des implants et rajouter 2 implants postérieurs. L'os est moins dense, mais en sous-forme. Voilà, tout en étant dans l'axe encore, une fois de plus. Drapeau long, on met une dent intermédiaire, on continue à forer. Les dipes conicales rentrent très doucement, regardez comme ils rentrent délicatement, parfaitement. Ils sont peu agressifs, mais ils se bloquent vraiment bien, regardez ça. De ce côté-là, l'implant est mis légèrement plus en palatin. On regarde au niveau postérieur, regardez, on est à 80 au niveau des prémolaires, 80 au niveau des molaires. Alors là, on peut l'accrocher au plafond, il n'y a pas de souci. On met les piliers multi-unites, on va faire une prothèse transvissée et on va utiliser le GTO. Une fois de plus, regardez, on lui donne sa forme, on le met dans l'alvéole et on va venir le compacter. Et ensuite, on va venir en mettre tout autour, vous voyez, tapisser et redonner un contour gingival. Regardez bien, vous avez eu au début l'état des tissus qui était quand même plus que déficient. On vient le mettre là tranquillement. Je n'utilise même pas de membrane, rien du tout. Le périos, c'est une belle membrane. Je suture. Voilà, regardez, je vous remonte l'utilisation de ce forêt qui nous permet de mettre l'implant en palatin, où l'on veut. Regardez, je gère au millimètre près et au degré près le positionnement de mon implant. Regardez la réaction tissulaire, quelques mois plus tard. Les tissus sont merveilleux. Et vous voyez, de rajouter du GTO en vestibulaire nous permet d'éviter des greffes conjonctives. J'adorais faire des greffes conjonctives, mais je peux vous dire que maintenant, j'en fais pratiquement plus parce qu'on a ce matériau. Donc, c'est un peu désolant parce que c'est quand même une belle partie de la chirurgie. Mais regardez, les patients aujourd'hui sont contents de sortir de là avec un tel environnement périimplantaire. C'est impressionnant. Ce que vous a dit Théo tout à l'heure, le profil d'émergence, les embrasures sont dégagées, aucune compression au niveau du tissu. Si vous comprimez, c'est bye bye la papille, bye bye l'esthétique, bye bye le patient. La prothèse, exactement, je respecte tout ce que nous a dit Théo tout à l'heure. La prothèse s'ajuste parfaitement bien avec une armature qui sera parfaitement réalisée. Et regardez le cas. 10 jours après, 2 mois plus tard. Regardez les papilles qui se sont reconstruites. Mais regardez 10 jours après les tissus. Impressionnant. Et si on voit un plus fort grossissement, on est là à 3 mois. Regardez, on n'aura aucun problème de ce côté-là. Dans 2 mois, on aura une maturation encore suffisante, supplémentaire. Et cette patiente est ravie. En 1 jour, on lui a fait ce que certains font en 1 an. Et donc, on va voir un autre cas. Parce que certains veulent une mise en charge immédiate. Cette patiente-là, elle se présente. Ah, excusez-moi. La vue qui est là, c'est pour ça que je la chercher, elle avait disparu. C'est la petite mémé de 80 ans chez qui on a fait l'élévation de sinus. C'est pour ça que je voyais que ce n'était pas pareil. L'élévation de sinus et les 3 implants en mise en charge immédiate. Elle s'est baladée, celle-là. Regardez le résultat. Cas fini, mise en charge immédiate, restauration finale, terminale. Et en 1 cas, en 1 jour, on a traité cette patiente. Elle, c'était qu'elle était âgée, qu'elle voulait faire vite. Mais aujourd'hui, on rajoute le Covid, on rajoute le contexte actuel, ben ce cas-là prend toute sa signification. Cette autre patiente se présente avec une prothèse amovible. Elle est là, mais là, le problème, la différence, c'est qu'elle a moins d'os en postérieur. Est-ce qu'on va pouvoir faire une mise en charge immédiate? Là encore, le stel nous aidera et le type d'implant nous aidera. Le même protocole, on va venir enlever cela tranquillement. On va utiliser la piézo pour arriver à délicatement désinsérer ces dents-là, qui vont venir toutes seules. Regardez qu'on a préservé les alvéoles. Bétadine oxygénée, on nettoie tout. Et on va venir mettre les implants. Ah, il ne veut pas passer vite, non. C'est pas grave. On va le repasser tranquillement. Donc on va sur la crête, on récline les tissus délicatement. Et voyez finalement,
le coût n'est pas plus important que l'on garde ses dents ou non. Ces dents qui sont fatiguées parce qu'il y a déjà 20 ans, quand on a mis ces dents, mais ces dents-là n'étaient pas au mieux, et ces dents ont 20 ans de plus. Et ça, les patients le comprennent. Et le fait d'arriver à dire à ces patientes-là, écoutez, on vous opère, vous venez le jour même, vous repartez avec les dents, on va faire des contrôles, mais ça sera vite, ça ne sera pas méchant, et ça se passera bien. Donc, on va prendre toujours la fraise pour arriver à resculpter et avoir une belle anatomie au niveau des alvéoles. Et on va venir élever nos sinus tranquillement. Mais dans la mesure où les valeurs d'Hostel seront favorables, je pourrai bloquer mes implants devant. Et à ce moment-là, ce que vous a dit Théo tout à l'heure, vous avez toute l'arcade qui va être reliée d'un côté à l'autre et les forces vont se compenser. Exactement la même chose. On va en palatin, les indicateurs direction, le puits d'accès, et on va venir mettre du MP3 de ce côté-là et compacter au maximum ces biomatériaux dans les alvéoles. C'est une garantie de succès et de maintien de ces alvéoles-là. Et bien sûr du rebord alvéolaire. L'implant est mis, regardez dans l'axe, parallèle délicatement, tranquillement. Et regardez, on a déjà l'impression que l'alvéole, le cas est en place. Vous voyez? Donc on met ces implants dans de l'os, on compacte le tout. Et effectivement, on est arrivé à poser la prothèse en mise en charge immédiate. Donc la question, c'est effectivement, dans des cas d'arcade totale, on peut effectivement avoir une variante entre 25 et 76. Et ce n'est pas parce que vous avez une valeur de 25 au niveau de l'élévation de sinus que vous ne pouvez pas faire de mise en charge immédiate, parce que vous aurez 4 voire 6 implants qui auront une valeur qui sera comprise entre 68 et 76. Ce qui veut dire que les forces vont s'équilibrer et que si la prothèse ajuste bien et qu'elle est rigide et bien conçue et que l'occlusion va bien, ça marchera. Donc, la question est oui, on peut avoir une bonne stabilisation. Regardez l'élévation de sinus, les implants sont en place, ils sont parallèles, les empreintes. Ça, c'est le lendemain, avec le PRF qui était là. Regardez, la restauration prothétique est en place. Cette patiente est folle de joie. La cicatrisation des tissus, une fois de plus, regardez, les tissus sont épais, ils sont denses, ils sont beaux. Les tissus vont prendre une belle maturation, tranquillement, pas de profil d'émergence. Mais moi, je dis à mes patients, vous allez avoir une prothèse épaisse, c'est comme un plâtre de marche, et donc vous serez contente au début, et au bout d'une semaine, vous ne serez pas contente parce que ça sera épais, et je m'en fous, et je le dis. Et puis, vous aurez au bout d'un mois des petits espaces qui vont apparaître entre les implants, et vous risquez d'avoir des problèmes phonétiques, et je m'en fous complètement. Et on ne changera rien. Mais par contre, ça va permettre de guider les tissus mous, et à ce moment-là, d'avoir une prothèse finale qui sera esthétique. Le temps passe, elle est contente malgré tout avec sa prothèse. La question, ce n'est pas parce qu'ils sont stables, les implants, à l'hostel, que vous devez oublier l'occlusion. Théo vous l'a dit, c'est un point très important. Vous devez, dans des cas complets, selon les patients, le contrôler le lendemain, dans la semaine qui suit, 15 jours après, et après en fonction du patient. Des fois, ça va très bien, très facilement. Des fois, on a besoin de vraiment contrôler. Et voilà, aussi longtemps que possible, 2-3 jours, une semaine, un mois, 2 mois, en fonction. Là aussi, combien de temps le patient doit garder sa prothèse provisoire? Généralement, 4 à 6 mois, c'est bien. Parce qu'au bout de 4 mois, les implants ils sont intégrés, voire 6 mois en fonction de l'os. Et donc, à ce moment-là, on peut envisager la prothèse. Ceci étant, le patient a sa prothèse qui fonctionne, qui est esthétique. Si on attend 2 mois de plus, ce n'est pas grave. Parce que le patient, il n'a pas de prothèse amovible, il est confortable et donc on est tranquille. Regardez la maturation des tissus, regardez les tissus qui sont en train de prendre une belle couleur, les papilles sont en train de descendre et cette patiente va être contente, elle va avoir un cas somptueux. Le cas qui a été traité par Corinne Goletti dans mon cabinet. Regardez la patiente lorsqu'elle s'est présentée, regardez la patiente, elle a gagné 10 ans. Elle a gagné 10 ans, incroyable.
en un jour. À moi, si on me dit que je peux gagner 10 ans en un jour, je prends direct. Hein. Et je pense que vous aussi. Et puis, il y a des cas plus compliqués. C'est déjà pas mal compliqué. Puis, il y a des cas où il faut qu'on gère cela. Cette patiente-là, je l'ai traitée il y a bien longtemps. À l'époque, elle ne voulait pas que je traite les dents de devant parce qu'elle avait peur de perdre ses dents. Une femme qui était très soucieuse de son esthétique. Elle m'a dit, écoute, ces dents sont en place, fais-moi les implants et ça ira. En 2002, donc il y a 18 ans, je lui ai mis les implants postérieurs et on a gardé le secteur antérieur. Ce qui est extraordinaire de voir quand les gens parlent de perte osseuse, de surface d'implant, de switching platform, de tout ce qu'il en est là, en disant que les implants anciens, ça ne marche pas, ben les implants Bredmark posés en 2002, en 2020, ils sont toujours là. On a perdu juste un petit peu d'os au niveau de l'implant, niveau secteur 40 au milieu, c'est tout. Mais tout est en place. Ceci étant, les lésions ont évolué. Dans le secteur antérieur, on se retrouve maintenant avec des kystes qui ont progressé. Et quand certains disent que les élévations de sinus, si c'est pas compact, si c'est que ça se résorbe et ça ne va pas, là on a fait cette élévation de sinus il y a 20 ans, avec, à ce moment-là c'était du bios, mais que je compactais déjà, et regardez le résultat 20 ans plus tard, il est toujours là. On avait mis un implant entre-temps, au niveau de la 12, mais regardez, les tables osseuses sont très fines. Une fois de plus, la piezo, toujours la même chose. Vous savez, je suis un mec très simple, je fais comme les bourricots tous les jours pareil. Et ça marche bien. Et donc, on va venir tranquillement, regarder les tissus. On a décidé aussi de faire le bas, puisque regardez les pertes osseuses que l'on peut avoir au niveau de la mandibule. Mais on va bien sûr extraire ces dents-là et lui proposer une mise en charge immédiate. Il était hors de question pour elle, en ayant ce problème esthétique, elle a attendu 20 ans avant de se faire mettre des implants. Regardez le kyste qui vient avec. Encore une fois de plus, la piezo, c'est génial. On enlève ça tranquillement. Regardez, c'est propre. On préserve les alvéoles. On préserve les tissus. On va venir toujours la même chose. Désinfecter tout ça, mettre les implants dans l'axe et tout va se passer comme il faut. L'espace entre les implants, si dans un cas comme ça, chez quelqu'un qui a une telle exigence esthétique, vous mettez 2 implants trop proches de 2 mm, c'est foutu. C'est bye bye la papille, bye bye l'esthétique et bonjour les problèmes. On se met en palatin, une fois de plus. On est dans l'axe, regardez. On fort où c'est solide. La crête est normale, donc je sais que je peux y aller. Je vais éviter la latérale, je le mets dans la canine. Et je vais venir compacter mon biomatériau de la même façon. Regardez, le forêt est en place et je vais venir le compacter une fois de plus de cette façon-là. Je fais toujours la même chose. Voilà la patiente le lendemain de l'intervention. Le lendemain de l'intervention. Regardez les tissus, les papilles, la beauté de la restauration prothétique. Et à la mandibule, regardez, on a extrait les 4 incisives mandibulaires et j'ai fait la même chose que ce que je vous ai montré précédemment. 2 implants, on regarde avec l'hostel, on mesure la stabilité initiale et la restauration prothétique. Et est-ce que ça va tenir? La question, c'est ça. Temps zéro, zéro problème. La même patiente, 7 ans plus tard. 7 ans plus tard. Regardez un secteur antérieur où on a comblé avec du MP3, on l'a compacté et le tissu est en place. En haut, la même chose, le tissu est en place. Et ça, c'est fiable. 7 ans, 10 ans, on a montré l'autre jour des cas sur 30 ans. Ça ne fait pas plaisir d'avoir 30 ans de plus. Ça ne fait pas exprès. Mais ça fait plaisir d'avoir 30 ans de recul pour se dire que ce que l'on a fait était bien et qu'on n'a pas fait l'imbécile. Et si vous faites tous les jours la même chose et de façon répétitive sans faire l'imbécile, ben vous aurez de beaux résultats. Voilà la vue latérale, les papilles sont là, les tissus sont beaux, la patiente elle maintient et elle est contente. Et regardez, on ne sait même pas où sont les implants à la mandibule avec ce type de comblement. Auparavant, j'aurais prélevé un bloc à la symphyse. J'ai des résultats spectaculaires, magnifiques, au ramus. Attendez, on met un peu de poudre et on compacte et ça marche là. Attendez, tous les gens chez qui on a fait des greffes autogènes ont eu de très beaux résultats. C'était le gold standard. Mais tous les patients, sans exception, me disaient, attendez, vous faites toujours ces machins-là, vous prenez de l'os en bas,
parce que c'est ça qui ne me plaît pas. Et si vous trouvez un patient qui aime se faire prélever des blocs osseux au niveau de la symphyse, du ramus ou même du calvarium ou de la crête iliaque, vous me le présentez. Et puis, on va terminer pour les mises en charge immédiates sur l'implant Inverta, qui est un bel implant, l'implant de Southern. On en a parlé l'autre jour, vous avez eu un cours dimanche dernier sur cela. Donc, juste 2 mots pour vous dire que le process que je dis me plaît parce que j'ai un col d'implant qui est étroit. Vous savez que j'adore les implants étroits. J'étais aussi un des premiers au monde à utiliser des implants étroits et de façon répétitive. J'ai eu des milliers d'implants étroits que je posais. Et là, j'ai beaucoup de biomatériaux que je peux mettre. Et si je mets un implant plus gros, j'aurai moins de biomatériaux, j'aurai moins de vascularisation et plus de risques de rétraction. Donc, soit vous mettez un implant étroit, soit vous mettez un Inverta. Voilà exactement ce qu'il en est. Et l'intérêt, c'est qu'on peut le bloquer plus haut et qu'on arrive dans certains cas comme une incisive centrale, comme une canine qui est grosse, où on veut arriver à bloquer, comme une prémolaire aussi. Dans des cas unitaires, c'est un bel implant qui est bien indiqué. Quand on en a plusieurs, ça ne sert à rien. Ma foi, si vous voulez le faire, vous le faites, mais pour moi, ça ne sert à rien. Les autres implants fonctionnent très bien et faites ce que vous savez faire. Mais par contre, dans 2 implants, 3 implants, un implant unitaire, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Voilà 3 implants dans ce cas-là. Cette patiente, j'ai mis des implants. Ah oui, on va passer marche arrière parce que. Attendez, on est là. Voilà. Certains disent aussi, regardez les implants, ils vont se casser la figure. Les implants du haut, des implants Brenmark, posés il y a 19 ans. 19 ans plus tard, regardez où on est. J'avais fait, elle avait une dent naturelle devant, elle avait des dents naturelles qu'elle a perdues. On voulait simplifier le traitement. J'ai rajouté un implant quand elle a perdu la centrale. Elle bruxait aussi, problème d'occlusion, problème parodontaux. On a rajouté un active là. Et puis, il y a les 3 implants antérieurs, regardez, où il n'y a plus d'os. Et elle ne veut pas avoir de prothèse amovible. Mais là aussi, regardez à long terme ce que ça donne. Hein, quand des gens me disent, moi, tous mes implants, tous mes cas se cassent la figure et j'ai un échec par jour, ce n'est pas le cas. Regardez, les tissus sont fins, regardez-les bien, ces tissus-là. Une fois de plus, vous allez voir la combinaison entre l'Inverta et le GTO. C'est un cas, vous êtes d'accord avec moi, de greffe conjonctive. Et il y a quelques années, j'aurais fait des greffes conjonctives, parce que j'adore ça. Le cas, les implants étaient posés il y a 19 ans. On a perdu un peu d'os, c'est parfait. Même pas d'os. Les tissus étaient là. C'est comme c'était au début. On va utiliser du GTO de ce côté-là et le mettre autour de ces implants. Donc, on va extraire les 3 dents dans le même protocole. Vous avez vu, c'est toujours pareil. Les cas sont presque superposables. On a utilisé la piezo, on va utiliser l'hostel, on va savoir où l'on va, on curette le tout, on nettoie et on va compacter le GTO avec le forêt et mettre cet implant, regardez, qui ressemble à une amphore. Ça, c'est un implant, on pourrait dire, c'est finalement un implant marseillais d'amphore du Frioul ou de Comblouet. Et on va venir le bloquer, mais il faut bien le bloquer de ce côté-là. Et voyez, regardez, on arrive à avoir un environnement qui est dense. On a l'impression que l'os était là, alors qu'il n'était plus. Je vais suturer, mais je vais essayer de redescendre encore mes tissus. Et pour cela, je vais faire une greffe conjonctive. Non, je vais rajouter maintenant, ayant mis les piliers, du GTO, comme cela, en vestibulaire et au niveau de la papille centrale. Les implants sont bien stables. On va pouvoir faire une mise en charge immédiate. Vous voyez, le reste est pareil, sauf qu'ils sont bien bloqués. Et je vais suturer tranquillement l'ensemble. Je n'ai pas de membrane, j'ai rien du tout. La cicatrice, la suture. Et la question, est-ce qu'on ferait une mise en charge immédiate dans un site esthétique? Oui. Dans ce cas-là, on avait une valeur qui était de 70-74. La patiente a tendance un peu à bruxer. Dans des cas comme cela antérieur, on pense que moins de 65, on préfère ne pas faire de mise en charge immédiate. Si vous n'êtes pas sûr, faites une gouttière en plus. Parce que si la patiente développe des parafonctions, vous pourrez éviter qu'elle mette tout en l'air la nuit si elle n'a pas de gouttière. Pensez à l'occlusion. Théo vous l'a dit tout à l'heure, c'est une des clés du succès.
Ce n'est pas parce qu'il est intégré au début qu'il va le rester dans les semaines qui suivent. Et donc, ces valeurs-là, il n'y a pas de valeur de chiffre magique. Vous devez analyser cela, vous devez vous adapter au traitement de façon à être du côté le plus sérieux. Les conclusions, c'est que ce ne sont pas des valeurs statiques, il n'y a pas de nombre magique, c'est une échelle de référence qui vous donne des degrés de prédictabilité et qui peut vous aider pour votre pronostic. Ça va permettre aux cliniciens de prendre une décision réfléchie et qui permettra d'informer le praticien et le correspondant, mais aussi le patient, des risques de cette mise en charge immédiate. Et si vous avez mis ces implants et que vous vous retrouvez à 60, ce n'est pas un déshonneur. Vous dites, écoutez, la valeur, elle n'est pas terrible. Moi, je n'ai pas envie de prendre le risque. Je n'ai pas encore aujourd'hui trouvé à ce jour un patient qui me dit, écoutez, je m'en fous pas mal, je prends le risque. Quand c'est pour les autres, ce n'est pas un problème. Et quand on leur dit, attends, Coco, tu as fait la chirurgie, tu vas perdre les dents, qu'est-ce que tu fais? Attends, j'attends un peu et on verra. Et ça vous permet de faire accepter la prothèse amovible, si c'est le cas, de façon raisonnée. Voilà les implants qui sont en place. Donc, on est reparti pour encore une vingtaine d'années. Mais regardez la beauté des tissus. Regardez ces tissus, vous vous rappelez? Ils sont épais, ils sont sains. Et regardez cela. Impressionnant. Moi, je suis émerveillé de la réaction tissulaire que l'on a avec ce protocole-là. Et ça, une fois de plus, moins d'intervention, moins de contrôle, intervention plus simple, plus rapide, et on rentre dans le protocole total de cela. Voilà la prothèse qui est en place, provisoire, qui va très bien, et puis on va pouvoir faire la prothèse définitive. Mais regardez dans quelles conditions. Ce cas-là, il va être merveilleux. On n'a pas de souci de ce côté-là. Sur cette vue-là, on a commencé à moins 25, il est moins 25. On avait 1 heure et on a une précision suisse pour des Marseillais. Ça, je l'ai toujours dit, même lorsqu'elle donné des cours. Je me rappelle à Berne ou Genève ou Lausanne, il me disait, mais tu n'es pas à l'heure. Je dis, ne t'inquiète pas, je suis plus à l'heure que vous. Et voilà où l'on est. Ça m'a fait plaisir, une fois de plus, de partager mon expérience avec vous. J'espère que ces quelques petits conseils que Théo et moi-même vous avons donnés vont pouvoir vous guider. C'est une vue que j'essaie d'être la plus réaliste et honnête possible. Vous savez, vous me connaissez, ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas d'intérêt, je m'en fous pas mal. Je paie mes implants, je paie mes instruments, je paie mon biomatériau, très cher d'ailleurs parce que j'en utilise beaucoup. Et je m'en fous pas mal. Et si ça ne me convient pas, je suis libre de dire ce que je veux. Et ça, vous le savez, et je pense que c'est important. Voilà. Ce que nous dit Brenmark, d'abord, vous pensez et ensuite, vous coupez. Et ça, c'est une règle de base. C'est bon? Voilà. Théo, il y avait des questions? Il y a une question qui n'a pas été répondue, c'est celle-ci. Alors, ma question. J'étais où Tu le dis comme ça, moi je ne suis pas à me tordre pour le dire. Tu dis. Alors, question qui a été posée par le docteur Simon. Le GTO permet-il des gains en verticalité comparables à l'utilisation, par exemple, de membranes Gore-Tex ou greffe autogène type technique Coury? Aujourd'hui, le GTO, nous avons 4 ans de recul. Je suis surpris des résultats. Je ne vous conseillerais pas d'abord de commencer par des augmentations verticales. Mais effectivement, l'avenir me semble me donner raison dans ce sens-là. Les membranes Gore-Tex, le problème des membranes Gore-Tex, j'en ai utilisé beaucoup à l'époque, c'est que quand ça s'ouvrait, on perdait le greffon. Courir, c'est très bien, c'est magnifique, j'en ai fait aussi, c'est très bien. Le problème, c'est que ce que je vous ai dit, aujourd'hui, on a des blocs osseux, on a des lamelles, on a des chirurgies compliquées, on a des vis, on a des risques de complications. Le GTO, je pense qu'on peut arriver à gagner peut-être en 2 interventions de la hauteur. Je vous montrerai des cas, mais là aussi, je ne suis pas fou. Ce sont mes patients, je ne suis pas une université. Je traite mes patients et j'y vais progressivement. Mais les résultats que j'ai sont excessivement prometteurs. Vous aurez en janvier, on fera un cours
sur le GTO. Et donc, ça vous incitera à venir nombreux à mon prochain cours. Mais là aussi, il ne faut pas renier tout ce qui a été fait. On doit apprendre progressivement. Et il y a une courbe d'apprentissage pour toute technique, pour tout type d'implant. Et si vous maîtrisez parfaitement bien la technique de Coury, et vous êtes très heureux avec, parfait. J'ai aucun souci. Je n'ai aucune critique à formuler. Si vous avez des membranes, il y a de très beaux cas présentés avec des membranes Gore-Tex. Si c'est votre technique, si vous la maîtrisez, si vous êtes content, je n'ai aucun problème également. Vous savez, il y a plusieurs façons d'obtenir des tas de résultats. Le GTO est vraiment pour moi une révolution. C'est quelque chose dont on est en train, on a une courbe d'apprentissage. Regardez l'histoire des tissus mous, ben ça m'est arrivé par hasard de voir ça et personne ne comprend à ce jour pourquoi. Donc, ça va continuer. Mais il ne faut pas fermer les yeux en disant ça n'est pas bon, parce que c'est très bon, mais il ne faut pas dire que ce qui était fait avant n'était pas bon non plus. La preuve, c'est que je vous montre des implants qui ont été mis il y a 17 ans, ou 19 ans, ou 30 ans. Et ces cas-là, aujourd'hui, si on écoute, si on n'a pas la switching platform, l'état de surface rugueux, le pilier dernière limite, la chirurgie guidée, ben on a l'impression que ça va se casser la figure. Or, ces cas, 20 ans plus tard, parce que vous avez préservé la nature, vous avez été rigoureux, vous avez été simple, mais ces cas-là, ils marchent bien. Et je peux vous dire que ceux qui me connaissent et qui viennent suivre des cours chez moi, ils savent qu'on montre des cas où il y a toujours des cas qui sont très anciens et qui se maintiennent très bien aussi. Et je suis surpris, à long terme, des résultats qu'on a en implantologie. Patrick, une petite question parce qu'elle est revenue plusieurs fois. Tout le monde est intrigué par les petits forêts Southern noirs. Si tu veux faire un petit commentaire dessus. D'accord. Alors, dans le kit de Southern, il y a des forêts que j'utilise justement pour ces implants dits conicales qui ont la forme, qui sont le dernier forage. Le problème, c'est quand vous êtes par exemple à la mandibule, si l'os est. C'est de la même chose, c'est-à-dire que vous devez gérer effectivement d'avoir une bonne gestion des tissus durs. C'est-à-dire que si l'os est mou, vous allez sous-forer et vous mettrez l'implant. Si l'os est très mou, vous utiliserez les fraises d'Encha, de faire une osséodensification, vous mettrez l'implant. Mais si vous avez un os qui est moyennement dur et que vous utilisez une forêt d'Encha, il va devenir très dur et vous ne pourrez pas rentrer l'implant. Par contre, si l'os est dense, dans certains cas comme à la mandibule, ou les parois palatines, vous allez forer, et si vous utilisez un forêt parallèle, vous allez avoir un implant conique, et si l'os est dense, vous allez forcer sur cet os. Il ne faut pas forcer sur l'os. Et donc à ce moment-là, j'utilise en dernier ce type de forêt, et je suis tranquille. Il m'arrive même de ces forêts existent en 3, 5, 4 et plus. Si j'utilise un implant des fois de 4 mm, 4,2, si l'os n'est pas très dense, par sécurité ou si c'est à la mandibule, je vais forer à 3,5, je vais essayer de mettre mon implant, et si ça force encore trop, je vais prendre ce forêt conique à 4 mm, et à ce moment-là, je bloque l'implant. Mais si par contre, vous avez un os qui est un peu mou, et vous utilisez cette forêt-là, ben vous ne le stabiliserez pas, et pour la mise en charge immédiate, vous devez avoir la finesse, la connexion entre le cerveau et la main, qui fait que ça marchera bien. Beaucoup de gens qui sont surpris aussi que tu ne fasses pas beaucoup de greffe conjonctive. Ben, j'en ai fait plus que tout le monde. J'en ai fait plus que tout le monde. Lorsque j'ai fait ma formation en paro, j'ai quand même été nommé professeur consultant en parodontologie à Boston University en 81. Donc ça fait quoi? Ça fait 40 ans, 39 ans. Mon dada, c'était la chirurgie mucogingivale. Iman Smukler, qui était un ponte en paro, m'a tout appris en chirurgie mucogingivale. Goldman, Jerry Eisenberg, Alan Schumann m'ont rendu passionné de la mucogingivale. Et c'est grâce à eux que j'ai pu réfléchir et développer ma technique de papilles. Donc des greffes, j'en ai fait beaucoup. Mais si aujourd'hui je me dis que je peux avoir des résultats, et si ça marche bien, et qu'une fois de plus, je n'ai pas besoin de le faire, je ne le fais pas. Mais si vous voulez faire des greffes conjonctives, j'en fais encore. Il y a des cas où je pense, j'en fais de moins en moins depuis que j'utilise le GTO, je dois vous le dire. Mais je ne rechigne absolument pas à faire une greffe conjonctive. J'avais tout à l'heure au téléphone une patiente
justement, chez qui prenait rendez-vous la semaine prochaine pour en faire une. Et j'adore faire cela, ça me plaît beaucoup, j'ai d'excellents résultats, et je ne dis absolument pas, il ne faut pas faire de greffe conjonctive. On sait que si on a des tissus conjonctifs plus denses autour des implants, ils se maintiendront mieux. Donc, je ne peux absolument pas critiquer ou jeter la pierre si on fait des greffes conjonctives. Il faut les faire, c'est très bien. Quelle que soit la technique, si on n'a pas besoin d'en faire, ne le faisons pas. S'il faut les faire, faisons-le. Si on peut en faire moins grâce à des biomatériaux, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout. C'est juste, je vous provoque un peu pour montrer qu'on peut, les choses évoluent. Voilà. Mais ça n'est pas parce que les choses évoluent qu'il faut oublier ce que l'on sait. Il faut mettre de côté tout ce que l'on a fait. Et aujourd'hui, nous savons un manchon de tissu conjonctif dense est une des conditions de succès à long terme des implants. Donc, n'hésitez pas à faire des greffes conjonctives. D'ailleurs, le premier cas que j'ai montré de la patiente où on voyait les 6 dents antérieures, vous avez vu que j'avais fait une greffe conjonctive au niveau de la centrale parce qu'il y avait une récession. J'avais décidé de le faire et j'avais fait ma greffe conjonctive dans le secteur antérieur pour éviter une récession ultérieure. Donc, si vous dites que je n'en fais pas, c'est que dans ces cas-là, il n'y en avait pas, mais j'en fais tant qu'il faut les faire. Tu as le bonjour du docteur Zadikian. Ah, bonjour mon ami. D'ailleurs, te demande quelques petits commentaires dans les cas où tu fais des mises en charge immédiates haut et bas. Oui, ben, quand on fait des mises en charge immédiates haut et bas, les commentaires, c'est qu'on en fait bien sûr pas mal. On en a fait une vendredi dernier encore. Pareil, sauf qu'on essaie de leur mettre le haut et le bas le jour même. C'est un challenge, mais aujourd'hui, je veux que les gens chez qui on fait haut et bas, ils partent le jour même avec leur prothèse. Parce qu'à ce moment-là, le jour même, ils viennent avec leurs dents, ou alors ils ont une prothèse totale, ça c'est autre chose, mais ils sortent avec le dent haut et bas, ils peuvent s'y habituer très rapidement. Et ça sera beaucoup plus simple pour gérer l'esthétique, pas l'esthétique bien sûr, mais l'occlusion dans l'avenir. Il faut faire très attention parce que ces gens-là vont perdre leur proprioception, puisqu'il n'y a que de l'osséoception qui va prendre des mois à se réaliser, et ces gens-là peuvent tout vous mettre en l'air, se mettre à serrer, tout casser. Donc là, une bonne gouttière, contrôler les muscles, contrôler les patients est très très important. Là, c'est des patients qui sont des bombes. Donc vous devez faire extrêmement attention à l'occlusion parce qu'ils peuvent tout casser et perdre des implants. Très bien. Mais écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Voilà. On a répondu à tout. Le plaisir qu'on a, ce qui est frustrant, c'est qu'on finit, on est voilà, il y a Emmanuel, 3 gagas là, et on vous imagine de l'autre côté, et puis vous n'êtes pas là, et on espère qu'on pourra recommencer. Puis en attendant, on s'amuse comme on peut, et puis on s'adapte en conférence, comme en chirurgie, comme dans la vie, à la situation, en disant qu'on est quand même mieux là qu'en réa. Voilà. Merci. Et Merci Patrick, tu nous as encore régalé comme d'habitude. À Emmanuel pour ta confiance. Et Merci. Emmanuel est un mec sérieux, il bosse beaucoup et c'est avec plaisir qu'on l'aide. Merci Patrick, c'est avec grand plaisir aussi qu'on le fait pour apporter vraiment notre compétence aux professionnels de santé bucco-dentaire. On a beaucoup de choses prévues encore pour 2021, mais là je pense que tu nous as donné aussi l'envie de revenir te voir travailler, partager, passer des bonnes journées où on aura plaisir encore à faire avancer un petit peu, un petit peu la barque de l'implantologie. En tout cas, Alors, merci beaucoup. attends, Ouais. je vais un mot, un mot. Juste pour ceux qui sont venus, il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui sont venus suivre des cours à Marseille. Ben, il est évident qu'on les a tous annulés. Il y en a qui étaient prévus justement en septembre, et puis ça s'est passé, on a annulé. En novembre, on a annulé. On a limité maintenant le cours à 10 parce qu'on a la place de mettre 10 personnes en respectant les gestes, les barrières. On en a un qui est prévu et qui est plein pour le mois de fin janvier, mais on va voir si on va pouvoir le faire, on espère. On en a un au mois de mai qui est plein aussi, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Donc on s'adapte et donc on vous informera s'il y en a d'autres.
Et j'ai au plaisir de vous revoir en tout cas à Marseille. Ouais, Voilà. Patrick, ça sera certainement l'occasion en 2021 de peut-être effectivement reprendre le chemin de la formation et des conférences et on aura l'opportunité de pouvoir présenter le programme pour l'année prochaine. En tout cas, merci à tous d'être restés si nombreux. On va vous souhaiter de bonnes fêtes. Patrick, tu nous as fait un beau cadeau. Merci Théo aussi. C'était Merci. une belle introduction. Un plaisir, ouais. Et, Allez, on bye se dit bye. à l'année prochaine. À bientôt. Allez, à bientôt.